Bonjour, soyez les bienvenus dans la semaine de l'écho. Près de 20 milliards d'euros d'investissements frais, avec à la clé 13 000 emplois. À Versailles, ce lundi, Emmanuel Macron a de nouveau vanté l'attractivité de la France. Malgré l'instabilité politique et budgétaire, le pays reste la première destination en Europe des projets étrangers, selon le baromètre EY. Faut-il y voir le renouveau de l'industrie? Où en est le Made in France? Malgré les milliards annoncés, l'investissement en France et en Europe tend à reculer. A l'inverse, aux États-Unis, ils ont bondi de 20% l'an passé. Coût de l'énergie, marché en berne, faut-il craindre un décrochage européen? Faut-il sacrifier les normes sociales et environnementales pour rester dans la course? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Pilon, président d'Heidelberg Materials France et président du syndicat des cimentiers français. Anne-Catherine Husson-Traoré, fondatrice d'Actors for Sustainability, spécialiste de la formation des dirigeants sur la finance durable et la transition écologique. François Gérolf, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. Et à distance, Henri Pacalin, président de Daimler Buses France, membre du comité d'administration de la Chambre de commerce et de l'industrie franco-allemande. Bonjour à tous les quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. Ce lundi, des chefs d'entreprise basés aux quatre coins de la planète se sont retrouvés à Versailles pour annoncer leurs futurs investissements dans l'Hexagone. Alors, qui sont ces entreprises qui font le choix de la France? Portrait croisé de nos confrères de France 2. L'usine a commencé sa production il y a tout juste quelques semaines, avec 124 salariés embauchés, dont Maxence Rocchi Di Stefano, 26 ans. Avant, je faisais du commerce, donc ça n'avait rien à voir du tout. Et honnêtement, je ne pensais pas faire de l'usine un jour. Je ne pensais pas non plus me plaire autant en usine. Amandine Dipp, elle, était intérimaire. On peut faire plein de choses. On peut évoluer aussi avec l'entreprise, vu qu'elle est toute nouvelle. On peut vivre normalement. Que de l'intérim, c'est un peu un emploi précaire. On ne sait jamais si on peut rester ou pas. 70 millions d'euros investis pour le géant allemand Vorwerk, fabricant de robots ménagers. Si le groupe mise sur la France, c'est pour ses différents atouts. Nous avons trouvé les bonnes conditions en France, d'abord au niveau administration, qui était très d'accord pour soutenir un tel projet. On est bien au niveau bassin d'emploi avec des gens qualifiés, ce qu'on trouve ici. L'entreprise a choisi le centre de la France, bien desservi par les autoroutes. D'ici 2 ans, il comptera 3 sites, avec un nouvel investissement annoncé aujourd'hui, 30 millions d'euros. En ville, les habitants s'en félicitent. C'est nécessaire. Il manque de... Enfin, c'est pas que c'est pas dynamique, mais ça peut faire que du bien pour Châteaudun. En 8 éditions de Choose France, 178 projets annoncés. Mais tous ne sont pas couronnés de succès. 5% d'entre eux ont depuis été remis en cause. À Martillac, près de Bordeaux, les investissements promis en 2021 ont bien eu lieu. Mais 4 ans plus tard, le site pharmaceutique allemand Merck va être cédé. Il y avait des perspectives d'évolution et d'emploi. Et puis, effectivement, un virage à 180 degrés en début 2025 en ayant cette annonce de choix de se désengager et donc des suppressions de postes. Cette année, ce sont plus de 20 milliards d'euros d'investissements qui sont annoncés pour donner l'image d'un pays attractif. 20 milliards d'euros d'investissements annoncés, 13 000 emplois à la clé, promis cette année, logistique, robots de cuisine, centre de données. François Gérolf, que retenir de ces nouveaux projets? Je pense que c'est toujours une bonne nouvelle qu'il y ait des investissements en France. Après, il faut tout de suite relativiser. 20 milliards d'euros, les investissements étrangers en stock, c'est de l'ordre de 1 300 milliards d'euros. Voilà, c'est un montant qui est impressionnant peut-être. Il y a des projets qui étaient déjà prévus. Il y a des choses qui sont annoncées à ce moment-là parce qu'il y a l'organisation d'un événement. Au départ, quand Choose France a été créé, peut-être que ça correspondait plus vraiment à des vrais nouveaux projets. Là, c'est un petit peu difficile de faire le tri entre ce qui était prévu de toute façon ou ce qui ne l'était pas. Et puis 10 000 emplois, faut rappeler que la main-d'œuvre... Oui, alors 13 000 emplois... Il faut rappeler que la main-d'œuvre en France, c'est 30 millions d'emplois, donc on parle de 0,1%. Enfin, c'est pas dans les créations d'emplois, si vous voulez, c'est pas de là qu'on va attendre une réindustrialisation. On a perdu 3 millions d'emplois entre 1970 et aujourd'hui.
aujourd'hui. Après, c'est toujours des très bonnes nouvelles. Je pense qu'on investisse en France. Et qui coïncide avec une autre bonne nouvelle qui est le fait que la France, pour la 6e année consécutive, est Et le dans le- premier pays Oui, à recevoir ces investissements étrangers d'après le baromètre EY. oui. C'est quand même l'occasion d'aller pousser un De se cocorico. réjouir. Oui. Non, c'est toujours bien. Après, ça fait un moment qu'on est censé être en tête de ce classement. Et pour autant, la balance commerciale ne se redresse pas, la production industrielle non plus. Donc je suis désolé d'être un petit Oui, peu merci de casser sceptique. l'ambiance C'est dès le que- début de l'émission. Je suis désolé, mais ça fait 6 ans qu'on annonce ces très bons résultats de Choose France. C'est très bien. Je pense qu'il y a des entreprises étrangères qui investissent en France. Mais il faut rappeler que la France est dans une passe où la réindustrialisation est encore loin. On a des destructions d'emplois, etc. Donc c'est un contexte On va y qui n'est pas revenir évident, je pense. dans un instant. Vous avez dit donc beaucoup d'entreprises étrangères, notamment allemandes. On a vu deux exemples dans le reportage. Il y en a une troisième représentée par vous, Henri Pacalin. Votre entreprise donc, est allemande. Elle a annoncé ce lundi investir 92 millions d'euros dans son usine de bus électriques à Ligny-en-Barrois, dans la Meuse. L'objectif, c'est en faire le plus grand site de production de bus électriques en Europe. Alors pourquoi ce choix et en quoi la France et Ligny-en-Barrois sont si attractifs? Alors effectivement, merci d'abord de m'avoir invité. Effectivement, le groupe Daimler Buses, qui est une filiale du groupe Daimler Truck, investit déjà depuis plusieurs années, et ce jusqu'à la fin de l'année 2026, 92 millions d'euros, avec une création d'embauche de 600 postes pour des femmes et des hommes. Pourquoi ce bassin? Tout simplement, comme l'a dit mon collègue de la société allemande dans le centre de la France, tout d'abord, les élus locaux ont joué un rôle prépondérant, et on a pu anticiper tous les procédés, notamment l'acquisition du foncier qui a été facilitée. Ensuite, et surtout, ce sont des femmes et des hommes qui travaillent dans cette usine depuis 1980, depuis le jour donc où Daimler a acquis cette usine dans le département de la Meuse, à Ligny-en-Barrois, et ils ont une compétence et un savoir-faire alliés à l'innovation technologie allemande. En fait, c'était clair que nous souhaitions nous continuer à investir. Enfin, le degré d'adaptabilité et de flexibilité, on pointe souvent la France du doigt, mais il y a aussi beaucoup d'avantages au niveau de la flexibilité du travail et son degré d'adaptabilité. Donc ça a été 3 points très importants pour nous. Et puis ensuite, le dernier peut-être, c'est l'axe qui se situe entre l'Allemagne et la France, très bien desservi, aussi bien pour rejoindre nos collègues en Allemagne que pour rejoindre le site du siège social du groupe Daimler Buses à Sarcelles. C'est-à-dire que le coût de la main-d'œuvre que l'on entend souvent revenir et les impôts importants en France ne vous ont pas rebuté? Alors, encore une fois, les 4 points que j'ai cités, il n'y en a aucun d'entre eux qui parle du coût du travail. Donc, au contraire, nous, on s'est fixé comme objectif d'investir dans cette usine à hauteur de 92 millions et de créer 600 postes en fonction de la courbe, bien entendu, et la cadence de production et en fonction des besoins de véhicules électriques. Mais le coût du travail, les impôts n'ont pas été une barrière, non. Bruno Pilon, comment vous regardez en tant qu'industriel ces investissements directs étrangers et peut-être au regard de l'investissement que votre entreprise a concédé récemment? Oui, ça a été dit, je pense qu'on peut se réjouir. Alors après, effectivement, les chiffres, il faut les mettre en perspective, mais je pense qu'on peut se réjouir que ce sommet de Choose France, à chaque fois, mette en évidence des nouveaux projets. Donc nous-mêmes, on a été 2 fois appelés dans ce sommet il y a 2 ans et encore l'année dernière, suite à un investissement de 600 millions d'euros sur nos cimenteries, dont 400 millions d'euros dans une seule cimenterie dans les Deux-Sèvres. Il n'y a pas de cimenterie qui ont été construites en France depuis 1978. Alors pourquoi on l'a fait maintenant et pourquoi en France? Alors il y a des notions environnementales qui ne sont pas simplement françaises, qui sont aussi européennes, des contraintes, on aura peut-être l'occasion d'en parler. L'intérêt aussi pour nous de le faire en France, ça a été le coût de l'électricité. Alors là aussi, les choses changent vite, et on est en attente de réponses. On en parlera peut-être. Et puis, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact de France Relance, puis France 2030. Donc les plans de relance post-Covid. Les plans de relance post-Covid, qui s'appelaient France Relance, puis après c'est devenu France 2030. Alors moi je dis souvent, c'est pas tant le montant, c'est pas un secret, là sur les 600 millions d'euros, on a été accompagné à hauteur de 50 millions d'euros, mais
c'est l'importance du message qu'on envoie, particulièrement quand on est une entreprise étrangère. Et allemand dans l'occurrence. Et allemand dans l'occurrence, on se bat évidemment pour que des projets se fassent en France, mais on se bat aussi contre des projets de notre entreprise dans d'autres pays. Et au-delà du montant, je pense que l'État, montrer qu'on a un État qui s'engage derrière nous, ça a été important. Et je pense qu'il y a un vrai changement quand même d'état d'esprit. Certes, on est très loin en termes de points de PIB, on est encore loin de la moyenne européenne et encore plus loin de la moyenne allemande, mais il y a quand même comme un retournement où l'industrie qui était quand même persona non grata pendant un certain nombre d'années, me semble-t-il, est regardée de manière positive. Après, l'industrie aussi a changé, elle se pose plein de questions, et puis il y a la dimension environnementale qui prend le dessus, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus. On va en parler dans un instant. D'abord, François Gérolf, à en croire, enfin, ces bons chiffres relatifs, l'instabilité politique créée par la dissolution en France, l'instabilité budgétaire aussi, avec des finances publiques dans le rouge, finalement, tout ça, c'est de l'histoire ancienne ? Oui, enfin, on a souvent discuté sur ce plateau de la question de savoir si l'incertitude, c'était vraiment problématique. Pour le moment, ça va, ça tient. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a l'air de tenir le cap, je pense, fiscal, de dire on n'augmente pas les impôts. C'est avant tout ça qui rassure les entreprises. C'est une stabilité fiscale, peut-être moins d'ailleurs que le niveau des impôts. C'est le fait de savoir qu'on a de la visibilité. Je pense que c'est très important. Bon, le prix de l'énergie, effectivement, ce serait bien peut-être qu'il y ait des réponses un peu plus rapidement sur le prix de l'énergie, parce que je pense que c'est une composante du coût très importante sur laquelle les industriels ont besoin d'une visibilité aussi très forte. Mais effectivement, après, la question quand même, à mon avis, c'est de savoir, dans les années prochaines, on sait qu'on va vouloir revenir à 3% du PIB. Comment on va le faire sans augmenter les impôts? C'est un petit peu une question. Et donc, à mon avis, les entreprises, quand même, sont un petit peu inquiètes. Et elles Je voudrais leur poser la question précisément. Henri Pacalin, un gouvernement sans majorité, la crainte d'être plus taxé, ça vous inquiète ? Bien entendu que ça nous inquiète, mais notre objectif, encore une fois, c'est de produire des véhicules électriques dans un pays où l'énergie est moins chère quand même que dans d'autres, où on a été accueillis les bras ouverts par les élus locaux, les élus départementaux, les élus régionaux et aussi par le gouvernement avec une action Choose Friends qui est considérable. Il nous accompagne dans tout ce procédé. Donc voilà, je préfère rester plutôt positif et travailler sur notre action en faveur de l'attractivité économique. On a d'ailleurs vu Emmanuel Macron sur votre site la veille du sommet. Bruno Pilon, un exécutif sans majorité parlementaire ni marge de manœuvre budgétaire. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est pas une bonne nouvelle. Donc, encore une fois, l'industrie s'inscrit dans des temps longs. Elle a besoin de stabilité. Elle a besoin de stabilité, bien sûr, fiscale. Elle a aussi besoin de stabilité réglementaire. Et donc, voilà, quand on fait des investissements de l'ordre de grandeur que j'indiquais pour mon groupe, Heidelberg Materials, on a besoin, évidemment, de se projeter. Et puis, le paradoxe, c'est qu'on a des grandes ambitions, notamment au niveau environnemental en Europe, où on veut être vraiment un modèle là-dessus. Et pour ça, la course est lancée. Donc, si on n'accélère pas vers la voie de cette réglementation, on a un vrai risque, là, pour le coup, de perte de compétitivité. Ça, c'est très important. On va venir dans un instant. Alors, on l'a dit, ce sont des investissements dans des centres de données, de nombreux d'ailleurs, des entrepôts, des navires de croisière, tout cela, Anne-Catherine Husson-Traoré. C'est une bonne nouvelle, mais c'est très énergivore tout ça. Alors, déjà, la question, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'industrie française mérite d'être posée ? Parce que, en fait, le problème, c'est qu'on brandit des chiffres plus ou moins importants, comme ça a été dit, mais en revanche, on les articule avec rien du tout. Prenons au hasard la planification écologique du gouvernement, qui à ce stade n'a toujours pas de pilote d'ailleurs. Ça serait pas complètement absurde de l'articuler avec Choose France. Et c'est exactement ce que vous venez de dire, et de l'articuler avec le Green Deal européen. C'est-à-dire que la question de dire on attire des milliards, ok, mais pour faire quoi ? Dans quel sens ? Et quels sont les autres éléments que juste la création d'emplois ? Parce que 20 milliards pour 13 000 emplois, c'est pas tant que ça. Le ratio est pas terrible. Ouais. Et il y a beaucoup de ces usines, et c'est particulièrement vrai pour les centres de données, où en fait, il y a des machines. Et il y a très peu de création d'emplois. Donc la question aujourd'hui, et c'est ce qu'a la force du plan américain Inflation Reduction Act de Joe Biden, c'est que c'était clair.
C'était une destination, il y avait plein de facilités du même ordre, mais elles avaient un objectif. Et en fait, les chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est pas les chiffres de Trump, c'est les chiffres de Biden, qui a évidemment attiré énormément de choses, et surtout dans un moment où l'Europe avait une position tout aussi claire, qui était de dire notre compétitivité, c'est le Green Deal. Et là, ils font complètement marche arrière. Donc ils se retrouvent avec des États-Unis qui sont plus du tout sur l'Iran ni sur le Green Deal d'ailleurs, et la Chine qui, elle, se met dans cette compétition-là. Donc effectivement, théoriquement, surtout que l'Europe est dépendante à 90% sur les énergies fossiles et à 95% sur les minerais stratégiques. Donc dans les deux cas, son intérêt, c'est vraiment de faire de l'investissement durable sur des critères de performance environnementale. Et il ne faut pas oublier non plus que ArcelorMittal a abandonné son projet de décarbonation pour la France. Donc ça, c'est plus important que Choose France, me semble. réagir. Non, mais je pense que je peux être qu'en accord avec ça. Bon, effectivement, la planification écologique, M. Payon avait fait un travail formidable, donc ça, il faut que ça continue. Mais là, effectivement, Alors, précisez, monsieur Antoine Payon qui a fait en fait une feuille de route de la planification écologique gouvernementale et qui est parti. Voilà, qui est parti, mais pas encore remplacé officiellement. Mais qui a fait un travail formidable avec d'ailleurs la feuille de route des différents industriels. Hein. Tout ça, ça a été la consolidation de la feuille de route industrielle. Moi, je suis totalement aligné avec le fait qu'il faut pas lâcher l'affaire sur la partie environnementale. C'est évidemment là-dessus que ça va se décider. C'est évidemment là-dessus que l'Europe, si elle veut gagner en compétitivité dans le futur, doit être en capacité de produire, parce que c'est ça qui va se passer demain, des produits qui sont décarbonés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on est tout seul à le faire et si on ne met pas les bonnes protections autour, il y a un vrai risque pour l'Europe et pour la France en particulier. Oui, et puis l'autre chose qui semble importante à articuler, on parlait du prix de l'énergie, mais la consommation d'énergie. Peu de temps après le blackout au Portugal et en Espagne, il serait quand même intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les projets de centres de données sont quasiment tous la majorité, les 8, sont dans les Hauts-de-France, où on a déjà les 4 Gigafactory. Aujourd'hui, si tout ça tourne à plein régime, Dunkerque n'a pas les moyens de continuer à faire tourner ses process industriels. Et donc, c'est ça qui manque vraiment, c'est une vision systémique. Choose France, pourquoi faire ? Je précise juste pour être totalement complète que parmi les projets de Choose France, il y en a dans le recyclage textile et la mobilité décarbonée. J'imagine qu'on arrête de les exporter en Afrique. Et est-ce que pour autant, j'imagine pour vous, ça n'est pas suffisant, ça ne fait pas une planification écologique ? Mais non, mais surtout, encore une fois, c'est donc, on saupoudre, mais la question, la planification écologique, c'est planification qui est très importante, c'est-à-dire d'avoir une vision globale, écosystémique, de lier les questions d'eau, d'énergie, de production industrielle, de mode de production industrielle, et que tout ça, et vous l'avez très bien dit, c'est une question de temps long, donc on n'achète pas, on ne change pas ces process industriels, d'abord en 2 secondes, et ensuite on le fait pour 10, 20 ou 30 ans. Et là, il n'y a pas cette stabilité-là. Alors l'Élysée estime que la France est un paradis énergétique grâce au nucléaire. Bruno Pilon, expliquez-nous si c'est pour vous, c'est encore le cas. Et où était, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais effectivement, on rentre pour les électro-intensifs, dont les cimentiers et mon groupe en particulier sommes, c'est plutôt la fin d'une époque, hein, puisqu'il y avait un système qui s'appuyait sur ce qu'on appelait l'AREN, enfin qu'on appelle toujours, puisque ça se termine à la fin de l'année, donc qui est l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, qui permettait aux électro-intensifs d'avoir un tarif de mégawattheure, en tout cas pour une partie de leur consommation, à un prix privilégié. Tout ça, ça disparaît, hein, sous les coups de butoir d'ailleurs de Bruxelles pour partie. Très bien, mais aujourd'hui, on est dans l'attente d'un nouveau système qui s'appelle les CAPN. L'incapacité à déclencher ce nouveau système a probablement coûté la tête au patron d'EDF. Il y a un nouveau patron qui est arrivé, M. Fontana, on va voir qui connaît très bien l'industrie, notamment l'industrie cimentière. Donc on va voir ce qu'il a à nous dire. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une situation d'attente. Et j'allais dire, dans les conditions qui ont prévalu à l'investissement important que je citais tout à l'heure, le prix de l'électricité était non neutre. Et aujourd'hui, c'est une vraie inquiétude et on est à 6 mois de ce qui est de la fin. C'est une vraie perte de compétitivité au niveau européen pour l'industrie. Au niveau européen, surtout au niveau français, en fait, oui. parce qu'historiquement, le nucléaire, c'est un avantage français. Le nucléaire amorti, comme on disait, c'est-à-dire que là, on est sur le coup du nouveau nucléaire. Et il y a une grosse incertitude, je pense, de savoir est-ce que la France sait encore faire des réacteurs nucléaires à coût acceptable, parce et dans les délais, des dérapages quand même sur Flamanville, etc. Donc il y a la question de savoir effectivement si EDF sait encore faire. Il y a la question de savoir si on va réussir dans le système européen à faire valoir que l'industrie française peut bénéficier encore des coûts avantageux du nucléaire et que ce n'est pas une aide d'État ou que ce n'est pas une distorsion de concurrence par rapport aux autres pays européens. Toutes ces questions-là vont être à discuter en fait à Bruxelles, mais vont être
âprement discuté. La réforme du marché de l'électricité et tout ça est un petit peu des sources d'incertitude, je pense, pour les industriels, et notamment les industriels électro-intensifs qui effectivement utilisent énormément d'énergie. Ce qui est notre cas. Et puis il y a tous, vous le rappeliez très bien tout à l'heure, Anne-Catherine, c'est l'alignement. C'est-à-dire qu'il y a des centrales nucléaires qu'il va falloir faire, il y a des réseaux pour ce qui est du transport de CO2, pour l'enfouissement de CO2 fatal qu'il va falloir développer, et puis accessoirement, qui n'existe toujours pas, il va falloir un marché. Parce qu'aujourd'hui, le marché pour les produits décarbonés, il n'existe tout simplement pas. C'est-à-dire que si vous avez le malheur, et c'est notre cas, en tout cas dans les pays du nord de l'Europe, d'être les premiers à arriver sur le marché avec des pays décarbonés, il faut trouver le marché. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui incite le particulier à acheter un produit décarboné. Ouais. Et c'est vrai que c'est cette absence de lisibilité qui est le sujet, parce que si effectivement, c'est de l'innovation en fait. Et c'est ça qui est dommage dans ce qui me semble être raté dans cette logique de Choose France, c'est le fait de capitaliser sur de l'innovation qui existe en plus. Les produits existent, la démonstration des besoins existe. En revanche, il manque la destination finale de à quoi ça sert, quels bénéfices en tire l'Europe, etc. Et en plus, on parlait de l'instabilité française, mais c'est pareil au niveau du Parlement européen. Il y a quand même eu un renouvellement qui fait qu'on ne sait pas très bien où on va. Il y a en plus une façon de détricoter un paquet de réglementations sans en avoir l'air. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'endroits où on ne sait pas comment ça va marcher. Je voudrais prendre le cas de Henri Pacalin. Votre production évolue actuellement vers des bus hybrides et électriques. L'objectif européen d'interdire les moteurs thermiques en 2035 sera-t-il tenu? Et où est-ce que ça coince? Nous produisons des véhicules thermiques et avons commencé la production d'autobus électriques. Notre but est de faire de ce site de production le plus grand site de production d'autobus électriques d'Europe au sein du groupe Daimler Truck and Buses. Effectivement, aujourd'hui, il y a des objectifs. Alors, ce n'est pas 2035, mais 2030. Nous accompagnons cette feuille de décarbonation. En tant que constructeur, nous avons les solutions électriques aujourd'hui pour favoriser la mobilité urbaine avec les autobus, demain avec l'interurbain, donc pour des trajets plus longs, en électrique également, et plus loin, à la fin de la décennie, nous proposerons également des autocars électriques. Donc notre feuille de route chez nous, elle est claire et elle est nette. Ce qu'on demande peut-être à la Commission européenne et à l'État français, c'est peut-être de synchroniser et de continuer à investir, de permettre de donner des subventions aux acquéreurs afin que les donneurs d'ordre et les chargeurs puissent acheter des produits électriques et qu'il y ait une synchronisation entre on va dire la croissance d'acquisition de véhicules électriques et les structures de recharge. Parce que là, par contre, il y a une désynchronisation. On voit qu'il n'y a pas assez de structures de recharge en Europe. Si on veut atteindre nos objectifs en 2030, il nous faudrait plus de 30 000 points de recharge. Nous n'en avons que 1000 en Europe aujourd'hui. Il en faudrait 500 nouvelles structures de recharge par mois, ce qui est irréaliste. Donc, on demande en fait à anticiper la clause de révision qui est normalement prévue pour 2027, à l'avancer pour justement qu'on ait plus de visibilité et que les constructeurs notamment Daimler, puisse s'assurer de continuer à fabriquer des véhicules électriques. Anne-Catherine Husson-Traoré, la situation que nous décrit Henri Pacalin, c'est un nouveau manque de planification? Très clairement. En fait, on pourrait très bien se retrouver avec ce qui s'est passé en Corse la première fois que le loueur, parce que les gens louent beaucoup de voitures en Corse pendant l'été, et en fait, le principal loueur avait une flotte électrique, plutôt BYD d'ailleurs, magnifique, sauf qu'il y avait 2 stations de recharge avec tous les vacanciers qui sont en Corse pendant l'été. Donc en fait, la plupart des gens qui étaient tout contents au départ d'avoir une voiture électrique ont passé les vacances à recharger la voiture avec des queues absolument interminables. Et c'est exactement l'illustration. Et là, le risque est encore plus grand parce qu'on parle de transport en commun. Donc là, l'impact peut être colossal. Et c'est assez curieux, et c'est vraiment le travail qu'a fait la planification écologique en France, de ne pas articuler les choses. L'industrie, c'est toujours un process. C'est entre le moment où on extrait une matière, on la transforme, il y a plein d'étapes et ça devrait être pensé et coordonné. Et ça, c'est le rôle de l'État, me semble-t-il, plutôt. Non, mais c'est vrai.
historiquement, en France, on savait très bien faire ça, coordonner les infrastructures avec la politique industrielle, etc. C'est vrai qu'on a un peu désappris à faire ça dans la phase libérale, on va dire, pour schématiser un petit peu. Et aujourd'hui, on essaye de réapprendre, mais c'est pas évident de reprendre ces réflexes, parce qu'on a pris le réflexe de déréguler, ça, on sait maintenant à peu près comment faire. Mais c'est vrai que reconstruire et construire une stratégie avec tous les acteurs, et puis en plus en Europe, par définition, si c'est défini au niveau européen, bah forcément, il y a des problèmes de friction entre pays, parce que tous les pays n'ont pas forcément les mêmes intérêts et les mêmes avis sur où est-ce qu'il faut aller. Heureusement, il y a quand même des aspects positifs, hein, qui est que Merz, par exemple, a annoncé que sur le nucléaire, il arrêterait en gros de considérer que la France, effectivement, a un avantage indu. Donc le nucléaire va être considéré comme une énergie verte. Donc ça, c'est quand même des bonnes nouvelles qui vont dans le sens d'une convergence franco-allemande. Mais il y a quand même encore beaucoup de points de friction. Et c'est d'autant plus difficile à se mettre d'accord à 27 au niveau européen. Oui, vous avez parlé du couple Macron-Merz, pour dire les choses simplement. Est-ce que c'est une opportunité pour vous, pour l'Europe, ou au contraire, les industriels nationaux vont encore avoir tendance à jouer leur propre carte? Je pense que, en règle générale, je pense que c'est bien quand le couple franco-allemand fonctionne. On sait très bien qu'en général, l'Europe fonctionne pas trop mal. Ça n'empêche pas chaque pays de jouer sa propre carte. Moi, je voulais revenir 2 secondes, c'est très important, ces histoires de planification. Alors, je ne sais pas si on a désappris peut-être, mais je pense que fondamentalement, il y a aussi une question de moyens. C'est-à-dire que c'est bien de faire de la planification, mais ça veut dire qu'à un moment donné, on met tout le monde d'accord. Alors, il y a beaucoup de gens qui travaillent, RTE travaille dessus, la Creux travaille dessus, etc. Mais derrière, on sait très bien qu'il y a un montant d'investissement, de CAPEX qui est absolument considérable. Et ça, il faudra bien à un moment donné adresser le sujet. Finissez votre phrase, je vous en prie. Voilà, il faudra bien adresser... De quels moyens on met Quels moyens on met pour dans un contexte budgétaire de plus en plus dans un contexte budgétaire qui est absolument contraint. Par ailleurs, c'est toute la difficulté, c'est que cette contrainte budgétaire, on est obligé de la franchir parce que l'horloge tourne. C'est-à-dire qu'on s'est donné des objectifs et on a mis en place des réglementations ou des déréglementations qui vont s'enclencher pour une qui est très importante pour ce qu'on appelle les industries à fuite de carbone, qui est le fameux mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui démarre dans 6 mois. Et si ce mécanisme-là, il n'est pas étanche, tous ceux qui ont investi considérablement dans la décarbonation, etc., vont se retrouver avec un différentiel de compétitivité à l'envers. Et l'horloge tourne, c'est ça la difficulté. Je voulais revenir sur le fait que le bon cru de Choose France était également à relativiser dans le sens où, de façon globale, les investissements en Europe, en France, avaient tendance à diminuer là où ils augmentent aux États-Unis. Les investissements étrangers, ils ont augmenté de 20% en 2024, attirés, vous l'avez dit, par le plan de soutien de l'industrie et les réductions fiscales de Joe Biden. La politique très protectionniste actuelle de Donald Trump, est-ce qu'elle peut amplifier ce phénomène? En tout cas, c'est son objectif. Donald Trump ne cache pas qu'il veut que les constructeurs européens construisent aux États-Unis pour le marché américain. Et on a vu des grandes annonces de l'ordre de 20 milliards d'euros de Sanofi. De Sanofi, il y a eu LVMH, exactement. Il y a eu l'armateur CMA CGM, Stellantis. Il attire, donc son objectif, c'est d'attirer de l'emploi aux États-Unis. Et donc on parle effectivement beaucoup des investissements directs étrangers des entreprises, des multinationales américaines en France. Mais en fait, il y a aussi des entreprises françaises qui sont incitées à investir, et pas seulement françaises, européennes, allemandes, etc. Notamment les électro-intensifs, justement, pour lesquels le prix de l'énergie est quand même un argument important. Il y a la question de l'acier, il y a la question de la chimie. Sur tous ces secteurs-là, en fait, l'Europe est en train de devenir non compétitive par rapport aux États-Unis, et c'est très inquiétant parce que le différentiel de coût entre l'énergie, entre l'Europe et les États-Unis, elle paraît quand même assez durable. L'Europe a l'air d'être un peu condamné à importer du GNL, du gaz naturel liquéfié, qui est 30% à 40% plus cher. Et donc ça, c'est quand même un sujet d'inquiétude. J'aimerais justement avoir votre avis là-dessus, Henri Pacalin, sur ces menaces à la fois de Donald Trump de taxer les importations aux États-Unis pour inciter les entreprises étrangères à s'installer sur le sol américain. Est-ce que ça vous incite à y investir, et en quoi cette guerre commerciale, elle peut impacter vos activités ? Nous avons déjà plusieurs sites de production aux États-Unis et je pense que la bonne façon de relever ce défi, c'est de se recentrer en Europe
et de ne pas forcément regarder ce que font les Américains. Avec la nomination de Friedrich Merz, il y a une relance de la coopération franco-allemande qui se dessine, notamment dans les domaines de l'économie, de l'énergie, de la défense et de la réglementation. Il serait peut-être important de renforcer le marché commun européen. Je vous rappelle qu'il permet l'échange de biens et de services sans tarif et barriérés pour 360 millions de personnes, et il constitue l'un des espaces économiques les plus vastes et les plus importants au monde. Et ça, pour moi, c'est justement là où on doit travailler et se fédérer. Et il serait peut-être important de renforcer, donc comme je le disais, le marché commun européen, par exemple l'union des marchés de capitaux, et de donner à l'Europe un poids économique plus important dans le contexte géopolitique grâce à nos nouvelles relations et de nouveaux accords commerciaux. Et depuis l'arrivée de M. Merz, on voit très bien à la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie un engouement, un regain d'activité pour des relations beaucoup plus stables et profondes. Bruno Pilon, il y a effectivement ce désir de se recentrer sur le marché européen, mais pour autant, on peut se dire que ces entreprises qui continuent à investir, en l'occurrence des entreprises françaises à investir aux États-Unis, c'est parce qu'elles ne veulent pas non plus se couper de ce marché américain. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce qu'il est possible pour une entreprise comme la vôtre de renoncer à un tel marché? Alors la réponse, c'est non. Après, nous, les matériaux qu'on fabrique sont quand même pour la plupart de consommation proche ou locale. Hein. La concurrence, on ne fabrique pas du clinker pour l'envoyer aux États-Unis, c'est plutôt au niveau des plaques continentales que ça se joue. En revanche, cette attractivité américaine, on la subit indirectement, puisque quand on va présenter des projets pour développer nos usines en France, forcément, on se heurte à des projets qui sont tout aussi valables aux États-Unis. Et quand ils sont davantage fondés dans le sens financier du terme, on a cette compétition-là qui s'accroît, ça c'est sûr. Alors, selon Marc Lermite, qui est associé d'EY, ce fameux cabinet qui donne des bons résultats à la France ces dernières années, le regard du monde sur l'Europe est celui d'une zone qui est certes l'un des plus gros marchés au monde, mais qui est sans croissance et où investir est d'une énorme complexité. Est-ce que vous confirmez? Ça s'appelle un cliché, en fait. C'est-à-dire que la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot compétitivité? Donc, si la compétitivité se mesure exclusivement sur le coût du travail, il est évident que l'Europe ne fera jamais comme la Chine ou d'autres pays à bas coût. Si on parle du coût de l'énergie, il y a un certain nombre de sujets. Et puis, le GNL, il vient quand même des États-Unis, c'est-à-dire de loin, et avec effectivement tous les problèmes de port méthanier, etc., qui seront a priori des investissements qui vont coûter très, très cher. Donc, la question, c'est sur quelles sont la compétitivité. Ça veut dire qu'on connaît très bien ses forces et ses faiblesses et qu'on connaît très bien ce à quoi on est opposé. Et donc là, en face aux États-Unis, on a un dirigeant erratique qui change d'avis comme de chemise. D'ailleurs, la dernière, c'est qu'il vient de se dire, tiens, ce matin, je montrais bien les droits douaniers sur l'Europe, que effectivement, comment un industriel peut faire un business plan en sachant qu'il ne sait pas du tout comment tout ça va évoluer d'heure en heure ou de jour en jour. Et donc, la seule vraie stratégie possible, c'est une économie de la sobriété énergétique, de la sobriété de matériaux, du recyclage de matériaux, qui est là ce sur quoi, en plus, en y alliant un respect des droits humains, là, on a une boucle vertueuse et qui ferait que l'Europe peut se présenter comme le continent qui est crédible pour faire ça et qui se donne les moyens de le faire. Et elle a les moyens de le faire. Et le fait qu'elle y renonce toute seule comme une grande parce que Trump est suffisamment vociférant est quand même très inquiétant. Vous êtes d'accord? Alors, elle renonce pas surtout, non, un peu plus nuancée. Elle renonce pas tout. Enfin, je suis d'accord sur le fait que l'axe environnemental au sens large, c'est-à-dire des produits avec moins de contenu carbone, du recyclage accéléré ou étendu, la réponse est oui. Après, on peut pas aujourd'hui l'Europe a gardé, me semble-t-il, cette ligne et elle ne peut la garder que si. Et il faut parler un moment de ça. Les entreprises qui l'appliquent, qui investissent pour ça, sont protégées. C'est-à-dire que c'est impensable que nous, on continue à investir pour faire des ciments décarbonés, que dans le même temps, tous les jours arrivent sur nos ports, sur nos côtes, des ciments ou des clinkers qui sont très carbonés et qui ne subissent pas du tout la contrainte du CO2 que nous, dans nos usines, on est obligés d'acheter à chaque, en tout cas pour partie, sur chaque tonne tombant. Donc c'est une très bonne idée. Il faut aller vers ça. Ça, je pense qu'il n'y a strictement aucun doute, en tout cas pour les industriels que nous sommes. Mais il faut que les conditions soient réunies pour que ceux qui suivent cette stratégie
stratégies ne disparaissent pas. Ça paraît un peu... Henri Paquelin mentionnait tout à l'heure qu'il fallait renforcer le marché européen, créer un marché des capitaux. Ça fait partie d'ailleurs des priorités avancées par le rapport de Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne. C'est vrai que pour l'heure, à défaut de réduire l'une de ces mesures, le coût de l'énergie ou de créer un marché commun de capitaux, Paris, tout comme Berlin d'ailleurs, s'attaque aux normes en priorité au nom de la lutte contre la bureaucratie. Écoutez. Nous sommes tout à fait d'accord avec le chancelier Merz et d'autres collègues européens pour aller bien plus vite. Et la CS3D sur le devoir de vigilance et quelques autres régulations ne doivent pas être simplement repoussées d'1 an, mais écartées. Et nous avons clairement indiqué que nous ne voulions pas de nouvelles réglementations qui compliquent la vie des entreprises. Je ne parle même pas du contenu, je parle simplement de la manière de se resynchroniser avec les États-Unis et le reste du monde. La CS3D, la CS3D, de quoi s'agit-il exactement? En fait, dans son petit nom vulgaire, c'est devoir de vigilance qui dit un peu plus ce que ça veut dire. Donc en fait, le sujet assez étonnant, et ça tout le monde sera d'accord pour dire qu'effectivement la stabilité réglementaire est absolument nécessaire pour des industriels qui ont des horizons à 10, 20 ou 30 ans. En revanche, là où c'est carrément presque comique, c'est que la stabilité réglementaire veut dire qu'on ne change pas le moteur d'un avion quand il vole. Et donc là, il y a tout un détricotage que porte effectivement là Emmanuel Macron dans ce cas précis, et Merz aussi d'ailleurs, qui est de dire, bon, on avait pensé à des réglementations qu'on était en train d'implémenter, qui sont loin d'être parfaites, mais finalement on va les changer, voire on va les supprimer. Et donc là, et en plus on assimile tout le temps, ce qui moi me paraît extrêmement choquant, normalisation et bureaucratie. Que la normalisation, que la norme puisse être arrangée, c'est une chose. Qu'il soit forcément très bon de la supprimer, c'est encore plus dingue. Et surtout, là où c'est compliqué, c'est que c'était une brique de ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire un modèle durable européen basé sur la décarbonation, l'environnement et le respect des droits humains, puisque c'est quand même les valeurs de l'Europe. Et que donc ça, il a quand même dit, ça c'est casse-pied en fait. Donc on va s'en débarrasser. Les normes, globalement, les industriels sont pour. C'est ça, évidemment. Bien, oui. Les normes, les industriels, par défaut, sont pour. Après, je vais revenir sur la CS3D, mais on a déjà dû avaler la CSRD. Alors expliquez-nous, parce que c'est un petit peu barbare. La CSRD, c'est un devoir de transparence des entreprises, c'est très bien, notamment par rapport à ce qu'elles font au niveau environnemental, pour faire court, et qui nécessite... Sur l'ensemble de leur chaîne de production. Sur l'ensemble de leur chaîne de production, qui nécessite de remonter un certain nombre de données. On parle d'à peu près 4000 data points, comme on appelle ça comme ça. En fait, ça standardise les données environnementales, sociales et de gouvernance que produit une entreprise. Ouais. Mais il faut remonter des... Voilà. Et on entend beaucoup. C'est un énorme travail. C'est un énorme travail. Et après, il y a une espèce de un peu naïveté en disant on va mettre à l'abri les petites entreprises qui n'auront pas à le faire, etc. On oublie juste que tout ça est un système connecté et qu'à un moment donné, si la grande entreprise a besoin de data points, elle se tourne vers ses sous-traitants. Et le paradoxe, c'est que ça contribuerait plutôt à faire on a plutôt intérêt à prendre des grandes entreprises, comme ça on est un peu plus à l'abri. Donc c'est quand même un petit peu dangereux. La CS3D, qui elle donc est assimilée effectivement au devoir de vigilance, c'est quelque chose qui vient en plus. Donc je pense que c'est venu à un moment où on a déjà digéré la CSRD, il y a la déréglementation, c'est vrai, partout. On se dit, est-ce qu'il faut, avec une inflation réglementaire, on a quand même... il ne faut pas confondre normes, effectivement, et puis poids administratif et bureaucratie, mais on a quand même une inflation. Regardez le Code de l'environnement, la manière dont il s'est inflaté, et pourtant, on a aussi, là aussi, il y a des choses importantes qui ont été faites. Donc, plutôt, ça n'a pas été retiré d'ailleurs, sauf erreur de ma part, c'est un stop de clock, là. Donc, pour l'instant, on a mis sur pause. Le vrai sujet, c'est que plus personne comprend si vous demandez à un juriste, à je ne sais pas qui en entreprise, qu'est-ce qui s'applique aujourd'hui, plus personne ne comprend rien, parce que c'est la métaphore que je prenais, c'est-à-dire qu'on est en train de changer et la CSRD et la CS3D en chemin, et surtout avec un message qui est on supprime, mais sans jamais se demander à quoi ça servait. Et en fait, le problème de la plupart de ces réglementations, c'est quel est l'esprit dans lequel elle devait être déployée, et que si on la supprime, pourquoi pas, mais qu'on garde l'esprit dans lequel ça a été construit. On supprime, on n'implémente pas le stop de on ne met pas en œuvre. Pardon. Vous voulez dire qu'on ne la met pas en œuvre? Voilà, on ne la met pas en œuvre, je veux dire. C'est ça qu'on est... Oui, mais... La CSRD, c'est parti. Oui. Henri Paquelin, j'aimerais qu'on entende notre autre industriel qui est à distance, lui. Il essaie d'y comprendre quelque chose. Henri Paquelin, est-ce que, selon vous, s'attaquer aux normes, comme le font Emmanuel Macron et Frédéric Merz, est le bon combat pour la compétitivité des entreprises européennes?
Moi, je crois que oui, c'est mon avis personnel. On a une accumulation de normes françaises qui s'ajoutent à celles européennes. Et C'est la transposition des normes européennes dans le droit national. Voilà, la transposition. Ou la surtransposition, nous dit. C'est le terme, exactement, je confirme. On appelle ça la surtransposition, tout à fait. Et je pense qu'elle est très lourde et qu'elle freine. Et on a des défis en France et en Allemagne, si je peux faire juste une petite aparté, qui sont pas tout à fait les mêmes, mais celle-ci, c'est la même. En France, c'est la réindustrialisation, c'est le déficit budgétaire et la surtransposition. En Allemagne, c'est la compétitivité, les coûts énergétiques et la surtransposition. Un mot de la fin, peut-être, de la part de notre économiste. Ça vient du rapport Draghi. L'idée, on voit la productivité décroche en Europe et on se demande pourquoi. Et on se dit, il est possible qu'il y ait beaucoup de gens dans les entreprises qui soient occupés non pas à faire ce qu'ils faisaient avant, mais à remplir des papiers, à régler la réglementation, etc. On embauche. Et c'est vrai que c'est une petite musique qui monte. Et donc, je pense qu'Emmanuel Macron, là, c'est une forme d'une interprétation du rapport Draghi. Après, pour être honnête, je ne suis pas suffisamment expert pour trancher Anne-Catherine, entre les deux experte. visions, donc je préfère... Le mot de la fin. La question, c'est vraiment, effectivement, c'est quoi la compétitivité ? C'est-à-dire que si on pense que l'Europe doit être cohérente avec elle-même, à ce moment-là, il faut savoir de quelles normes on supprime, pourquoi, et surtout remettre du sens dans tout ça. Le sens de tout ça, c'est le Green Deal. Donc, qui est particulièrement escamoté ces derniers temps. Qui est détricoté, en fait. Et ça, c'est une réalité. Bon, redonner du sens, on va rester sur cette parole très très sage. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.